Je vous souhaite la bienvenue. Alors, on discutait avec Serge Herzberg du télétravail et du fait que les gens étaient moins en présentiel en semaine. Alors en plus, il fait beau. Alors là, ça fait 2-3 jours qu'il fait mauvais, mais que beaucoup de monde nous a demandé de tout de suite rediffuser votre conférence. Je vous remercie au nom de l'ISPED d'être venu. Un petit aparté juste pour dire que l'ISPED, avec le créateur qui est juste là, a 25 ans en tant qu'Institut de santé publique et d'épidémiologie, et qu'on va essayer de fêter ça entre 2022 et 2023. Et on est très heureux de vous accueillir. La première conférence inaugurale était autour de la responsabilité en santé publique avec Rachid Salmi. Et je pense que votre conférence va avoir des liens avec ce titre-là. Je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Jean-François Tessier. Oui, alors, notre président émérite veut que je vous dise un seul mot. Et ce mot, c'est Cambo. Voilà. Donc, je vous remets solennellement. Non, mais je l'ai invité. Et vous avez déjà, eh bien, voilà le programme définitif. Alors, l'ADEA, qu'est-ce que c'est? C'est une vieille dame qui a été créée par notre président, par un vieux monsieur, qui est autour des années 80 par là, et à partir de 94, elle a commencé à organiser des colloques à Cambo, des conférences. Vous avez tout ça sur une petite table à l'entrée, et elle est ouverte d'abord à des professionnels de santé publique qui sont engagés déjà sur le terrain, et puis aussi aux étudiants et à l'ISPED, bien évidemment, qui a depuis toujours hébergé l'ADEA. Voilà. Alors, maintenant, le professeur Salamon va vous présenter le conférencier. Étant pneumologue, je ne connais pas ses caractéristiques, mais je connais une seule chose, c'est que je regarde toujours le Nutri-Score quand j'achète une plaque de beurre chez l'épicier. Voilà. Mais je sais que vous avez fait autre chose aussi, parce que mon ami Mahamat m'a beaucoup parlé de vous. Voilà, je vous remercie et bienvenue. Merci pour ce mot. Oui, donc je vous présente Serge Herzberg avec beaucoup de plaisir. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, très longtemps. On s'est dit tout à l'heure trop longtemps, ça veut dire qu'on est vraiment vieux tous les deux, lui moins que moi. C'est quelqu'un qui m'a toujours étonné par sa qualité, vous le verrez, parce qu'il s'est battu et il se bat encore contre des lobbies qui sont un des poisons de la santé publique. C'est pour ça que j'aurais voulu que les étudiants écoutent ça et que, comme je me suis trompé, avec une involontaire aide de la directrice de l'ISPED, on a choisi cette date en se disant c'est très bien, en juin, les amphis seront libres, sauf qu'il n'y a pas d'étudiants parce qu'ils seront en vacances. Bon. Donc tu reviendras pour parler aux étudiants. Voilà, je l'ai connu il y a très longtemps parce qu'il était au Conservatoire national des arts et métiers. Il avait une petite équipe et je m'en souviens, je lui disais, parce que moi j'étais assistant, alors ne vous moquez pas de moi, mais j'étais assistant en informatique au CNAM et ma femme était assistante aussi. C'était pour me payer mes études. Donc, mais je ne l'ai pas connu là, je l'ai connu après parce que j'étais amené à aller le visiter au moment de la création de l'unité INSERM. Et j'avoue, je lui dis d'ailleurs, que très bêtement, quand j'y suis allé, je me dis la nutrition, qu'est-ce que ça vient faire en santé publique? Mais oui, mais il faut avouer quand on fait des conneries et quand on pense des conneries. C'était il y a longtemps, hein. Mais la nutrition, je n'avais pas du tout l'idée que les nutritionnistes pouvaient être autre chose que des bons diététiciens. Et en l'écoutant, en présentant son topo, avec une toute petite équipe, dont je me rappelle encore de sa femme, qui n'était pas encore chercheur, je peux le dire, c'est pas parce que tu es là, mais j'ai fait un rapport dithyrambique à l'INSERM et il a été créé, pas seulement grâce à moi, surtout grâce à lui. Et après, j'ai suivi son travail, longtemps, jusqu'à maintenant et jusqu'à ce bouquin. Et vous allez voir, vous allez être comme moi impressionné par le courage, l'importance des défis qu'il s'est lancés, des projets démentiels et la lutte qu'il a menée et qu'il continue à mener contre les lobbies. Et puis en plus, sur la prévention en général, vous n'avez qu'à lire Le Monde d'aujourd'hui, vous verrez qu'il a signé avec l'ancien directeur de Santé publique France et Basset, un médecin que j'avais connu au ministère, un très beau papier sur la prévention. Bon, je lui laisse la parole. Merci beaucoup Roger.
tu me mets beaucoup de pression avec tes mots très gentils. Merci à l'ISPED et à l'ADA pour cette invitation. Alors c'est assez inhabituel pour moi parce que je suis un scientifique, comme la plupart d'entre vous, plus habitué à présenter des résultats d'études aux collègues, à jongler avec les autres ratios, les analyses multivariées, les histogrammes, etc. Et là, je vais essayer de vous résumer 300 pages d'un parcours personnel dans lequel j'ai été une espèce de témoin de 40 années de recherche et d'action en santé publique, et vous montrer un petit peu les coulisses de comment interviennent en effet ce que Roger appelait ce poison en santé publique, qui est les lobbies. Alors en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre? Comme beaucoup d'entre vous, je suis un chercheur, je suis un médecin nutritionniste épidémiologiste. J'ai fait toute ma carrière en recherche, et notamment j'ai donc dirigé une unité qui est devenue une équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle qui a développé des grandes études de cohorte, Suvimax, Sufolom 3, Nutrinet Santé, qui étaient des études qui avaient comme finalité de mieux comprendre les relations nutrition-santé, analyser les déterminants des comportements alimentaires et de l'état nutritionnel et tester l'impact d'actions de mesures de santé publique. Donc, je suis un chercheur, mais j'ai également, comme aussi beaucoup de chercheurs, eu des activités en tant qu'acteur de santé publique, en participant à différentes instances, même au Conseil de la santé publique que dirigeait Roger, différentes structures, et puis surtout j'ai présidé le Programme national nutrition santé, donc la politique nutritionnelle de santé publique mis en place en France au début des années 2000. Et vous connaissez sûrement ce programme par les au moins 5 fruits et légumes par jour ou 30 minutes d'activité physique quotidienne, mais c'est un petit peu plus bien évidemment complexe que cela, puisque c'est un programme multi-cible, multi-approche qui met en place des actions, des mesures, des réglementations. Donc, 20 ans, pendant 40 ans de recherche et 20 ans d'action de santé publique, je me suis retrouvé dans le cœur du système, un peu à l'épicentre de très nombreux combats de santé publique dans le domaine de la nutrition. J'ai pu donc être un peu un témoin privilégié de toutes ces forces occultes, invisibles, souterraines, qui interviennent, et j'ai vécu toutes les embûches, les choses-trappes, les pressions, les manipulations, tout ce qui est mis en place par un certain nombre d'acteurs qui visent en fait à empêcher de traduire les connaissances scientifiques qui sont issues de la recherche en mesures politiques, à partir du moment que ces mesures, même si elles sont démontrées efficaces pour la population, utiles pour la population, viennent à l'encontre de leurs intérêts. Et donc, pendant toutes ces décennies de carrière, comme Roger, on arrive à des âges où on a plus à regarder derrière nous que devant, j'ai quand même accumulé énormément d'informations, nature extrêmement diverse. J'ai eu accès à des documents, à des mails confidentiels qui sont arrivés un matin dans ma boîte mail. J'ai eu accès à des fuites, à des documents confidentiels, donc j'ai été informé de réunions secrètes. J'ai participé aussi à des grandes enquêtes d'investigation journalistique avec Le Monde, Cache Investigation, Mediapart, tout Canard enchaîné. Donc j'ai eu accès à énormément d'éléments d'information, et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans le cadre de cet ouvrage. Bon, j'étais un nutritionniste face au lobby agroalimentaire, pour essayer en fait de montrer, donc vu de l'intérieur, comment se passent les choses. Il y a beaucoup déjà de livres sur les conflits d'intérêts, les lobbies, etc. Mais là, ce que j'ai voulu, c'est sortir pas simplement un livre théorique, mais montrer l'expérience que j'avais vécue de l'intérieur, et surtout donc, de mettre dans le débat public cette stratégie des lobbies qui viennent interférer dans le processus de décision en santé publique. Donc c'était ça qui m'a amené à donc rédiger cet ouvrage. Donc bien sûr, je ne vais pas vous décrire tout ce qui est dans l'ouvrage, il y a beaucoup d'éléments, de documents, d'anecdotes ou d'éléments très factuels, mais je vais essayer de vous montrer un certain nombre d'éléments donc concernant ce problème
de comment, moins dans le champ de la nutrition. Bien sûr, sans problème. Je voulais juste vous dire, parce qu'on a souvent attaqué, puisqu'il est en lien avec les lobbies, et on l'attaque encore sur ce livre, en disant il se fait de l'argent. Je vous signale qu'il n'y a aucun grand auteur qui va à ce monsieur. C'était marqué. Sur la première diapositive, et tu as raison d'insister, parce qu'en effet, souvent je fais l'attaque en disant il essaie d'arrondir sa pension de retraite modeste. Non, c'est... Donc, pour le processus de décision en santé publique, dans le schéma théorique, les choses sont simples. Il y a la recherche, la surveillance, ça génère des savoirs, des connaissances qui servent de base à des propositions qui aident à la décision politique, et c'est ainsi qu'on envisage que des mesures de santé publique soient mises en place. Donc ce continuum qui part de la recherche à l'action de santé publique, c'est un très beau schéma théorique, c'est un peu ce qu'on peut imaginer au royaume des bisounours. Mais dans la réalité, et vous le savez bien sûr, ce n'est pas un scoop, il y a beaucoup de structures qui vont donc venir interférer à tous ces niveaux du processus de décision en santé publique. Alors ça sera à la fois sur la recherche, avec les problématiques des liens et des conflits d'intérêts, jeter le doute sur les connaissances scientifiques issues de la recherche, décrédibiliser les mesures de santé publique et ceux qui les élaborent et les portent, jouer des coudes pour faire des pressions politiques et économiques, ça c'est bien évidemment extrêmement important pour essayer donc soit de bloquer, soit de retarder, soit de brouiller en mettant des alternatives, des fake news pour empêcher que soient mises en place les mesures de santé publique. Alors c'est clair que quand on parle des lobbies, ça paraît une espèce de force fantomatique souterraine, c'est des réalités dont on peut imaginer le poids économique et politique quand on regarde juste quelques chiffres. Là, je vous ai mis parmi les grands lobbies de l'agroalimentaire. Alors là, moi, je vous parle bien sûr que de l'agroalimentaire parce que c'est ce que j'ai vécu, mais tout ça est transposable à toutes les problématiques de santé publique, que ce soit pour je parle du tabac, l'alcool, la sécurité routière, la pollution et beaucoup d'autres domaines. Il y a d'autres acteurs, mais c'est souvent, on va pas dire toujours, les mêmes types de stratégies qui sont mises en place. Mais si vous regardez dans le domaine de l'agroalimentaire, vous voyez qu'on a en face de nous, alors nous chercheurs ou acteurs de santé publique, des poids lourds. L'Association nationale des industries alimentaires, c'est 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, c'est 430 000 emplois. La grande distribution, c'est 750 000 emplois, 200 milliards d'euros. Donc, on comprend le poids politique que ça peut avoir à partir du moment que ça représente un poids économique. Et on comprend aussi qu'ils sont très attachés à défendre un certain nombre d'intérêts économiques. Ça, c'est les gros poids lourds, mais bien sûr, il y a une grande diversité dans les lobbies. Il n'y a pas que les industriels et les distributeurs. Selon les domaines, on va se heurter à beaucoup d'autres lobbies. Alors, il y a les secteurs, les filières, les syndicats agricoles, notamment dès qu'on s'attaque à des mesures qui viseraient à toucher la consommation de viande, de charcuterie ou de fromage. Si on s'intéresse aux problématiques des distributeurs de produits de snacking, eh bien on se heurte aux fabricants ou exploitants de machines de vente automatique. Si on veut se heurter, ce qui est un problème aussi en santé publique, à l'image du corps qui est véhiculée par un certain nombre de structures, eh bien on a en face de nous le monde de la mode. Et puis, si on veut toucher à la publicité, qui a un rôle évidemment très important dans les comportements, notamment dans le champ alimentaire, et bien là, c'est le poids des médias, des régies publicitaires, des lobbies très très importants. Donc les lobbies, c'est pas simplement des petits fantômes et des petits diables qui se promènent sur mes diapositives, c'est bien sûr des réalités, mais ça, bien évidemment, vous en êtes conscient. Alors, ces lobbies, en fait, ils agissent toujours de la même façon. C'est une espèce de stratégie bien huilée. D'ailleurs, il y a souvent dans les lobbyistes un passage d'un lobbying à un autre, c'est-à-dire on retrouve dans le lobby du sucre quelqu'un qui vient par exemple du lobby de l'alcool, ou dans le lobby du tabac quelqu'un qui vient du lobby agroalimentaire, parce qu'en fait les méthodes sont les mêmes. Il y a une volonté de bloquer les mesures, donc de condamner pour bloquer les mesures. Si on n'est pas capable de les bloquer, il faut les retarder.
Et puis si on n'y arrive pas, et surtout si on veut continuer à tenter de bloquer ou retarder, l'idée, ça va être de brouiller les pistes. Alors ça peut être en amont proposer des alternatives pour dire c'est beaucoup plus complexe que la mesure que vous proposez, il faut encore plus de recherche, plus d'études, plus de travaux, ça n'est pas aussi simple que vous le dites, ou alors c'est véhiculer carrément des fake news pour en effet totalement brouiller les messages que l'on peut avoir vis-à-vis de la population ou des professionnels ou de la société d'une façon générale. Et quand ils n'ont pas réussi à bloquer, retarder des choses et que les mesures sont mises en place, eh bien, il y a tous les efforts qui sont faits d'essayer de revenir en arrière, de détricoter, dénaturer. Alors on le voit pour beaucoup de choses, hein. C'est le cas de la loi E20, on va le voir aussi par exemple pour le Nutri-Score. Donc on retrouve cette stratégie extrêmement classique et bien huilée. Et à chaque fois elle repose là aussi sur des espèces de grands principes que j'ai décrits beaucoup à l'intérieur de mon livre, qui est d'abord de construire des éléments de langage. Ça, c'est fondamental dans le lobbying. Il faut construire des éléments de langage qui vont permettre de jeter le doute, de décrédibiliser les mesures. Donc, on crée un discours, des messages qui vont venir soit attaquer les mesures, alors c'est toujours le fait qu'une mesure de santé publique qui va à l'encontre d'intérêts commercial, financier, économique, c'est une mesure simpliste, réductrice, infantilisante, culpabilisante, stigmatisante, anxiogène, tyrannique, liberticide. Vous voyez, on bascule du volet scientifique à un espèce de volet moral, philosophique. Et puis donc les scientifiques qui portent ces mesures, qui les élaborent, et les acteurs de santé publique qui essayent de les mettre en place, ce sont des moralisateurs, des hygiénistes, des ayatollahs, qui ont des problèmes d'ego. On essaye très souvent de faire coller une mesure au chercheur qui l'a développée pour faire croire qu'en fait il défend son propre bébé et qu'on exonère en quelque sorte les bases scientifiques et la recherche qu'il y a derrière. Et tout ça, ça va permettre d'alimenter avec aussi tout l'arsenal des aspects juridiques que reprennent les lobbies avec les menaces de poursuites judiciaires. Tout ça, ça va alimenter la capacité de tenir ce discours et de faire passer ces messages auprès donc des politiques, et notamment ceux qui ont un rôle important dans la vie économique, donc auprès des ministres, auprès des parlementaires, auprès des élus locaux. Donc ça, c'est quelque chose auquel on se heurte en permanence. Je raconte beaucoup d'exemples dans mon livre, j'en ai retiré juste quelques-uns. Si on regarde quand on a mis en place le programme national nutrition santé en 2001, et depuis 2001, on a à la fois établi des repères de consommation pour servir de support au message grand public, et puis des campagnes de communication ont été faites, multiples. Alors, elles sont très modestes dans le paysage de la médiatisation. Si vous regardez le budget de communication du programme national nutrition santé, c'est 4 millions d'euros par an. Ça ne représente pas grand-chose à côté des 2,4 milliards d'euros par an qui sont dépensés en publicité par les firmes agroalimentaires. Mais malgré ça, ces messages vont faire l'objet d'attaques permanentes pour essayer toujours de les décrédibiliser avec toujours ces éléments de langage sur cette vision un peu morale, philosophique, sociale et culturelle pour essayer de nier la science. Lorsqu'on a mis en place le PNNS, le Programme national nutrition santé, à peine était-il né que les lobbies se sont mobilisés. L'Association nationale des industries alimentaires a produit un communiqué de presse en disant le gouvernement, le PNNS veut mettre la France au régime. Et ça, quelque chose qu'on a vu en permanence sur toutes les campagnes de communication, avec l'idée toujours soit d'empêcher qu'elles sortent, soit de les bloquer. Lorsqu'on a fait quelques campagnes sur le sucre, il y a eu énormément d'éléments. Et une fois de plus, je rappelle, dans le PS, c'est jamais de dire qu'il ne faut pas manger du tout un tel produit ou du sucre. C'est dire simplement il y a des produits qu'il faut manger en plus petite quantité, moins fréquemment. Mais après une campagne sur le sucre, le monde sucrier, le centre d'études et d'information sur le sucre, le CEDUS, qui est devenu Culture Sucre, a sorti des pages entières de publicité
dans des grands médias, hein. Il y avait des pages entières dans Le Monde, dans le Figaro, avec cette idée de montrer des pauvres pâtissiers dans un panier à salade ou le glacier poursuivi par une voiture de police, avec des slogans bien faits, hein, sur le plan de la communication, qui voudraient vivre dans un monde interdit au sucre, ou est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur le sucre? Donc toujours l'idée de nier la science qu'il y a, qui justifie l'intérêt d'une communication soft d'ailleurs, et l'idée de dramatiser sur le champ donc des valeurs morales et culturelles. Quand on regarde, c'est tout à fait extraordinaire l'imagination et la capacité, le pouvoir de conviction qu'on s'est lobby. Dans une des grandes batailles, on doit à un député extrêmement engagé, M. Yves Bure, hein, qui était un dentiste de formation, qui s'était attaqué en 2004 aux distributeurs automatiques payants de produits de snacking dans les enceintes scolaires. Il faut imaginer qu'avant 2004, il y avait des produits de grignotage dans les enceintes scolaires. Et il s'était battu à l'Assemblée nationale pour déposer un amendement pour essayer d'interdire, dans le cadre d'un projet de loi de santé de l'époque, d'avril 2004, ces distributeurs automatiques. Ce qui avait mobilisé la fédération des fabricants de machines automatiques, hein, qui distribuent ces produits, qui avait immédiatement recruté un cabinet conseil spécialisé dans le lobbying politique pour fournir, clé en main, des arguments aux fabricants de machines pour qu'ils aillent voir leurs élus locaux qui allaient être intervenants dans le débat parlementaire et les convaincre. Et quand on regarde l'argumentaire, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, il y a une chose très classique dans le lobbying, hein, le chantage à l'emploi. On allait mettre au chômage des milliers, des dizaines de milliers de salariés. C'est bien sûr totalement faux, puisque les distributeurs automatiques dans les écoles représentaient moins de 2% du parc total des machines automatiques de ce type, mais ça a été largement utilisé. Puis, tout un tas d'arguments. Les distributeurs automatiques, ça aide à la réhydratation, au réconfort des enfants avec des boissons chaudes, surtout en hiver, ça permet de maintenir les élèves dans les écoles, les mettre à l'abri de tentatives extérieures, le tabac, l'alcool, ça les protège des risques de raquettes ou d'agression, puis ça permet d'offrir la possibilité de prendre un petit déjeuner, notamment à ceux qui n'en prennent pas. Donc, tous ces arguments paraissent assez fantaisistes, ont eu l'oreille de nombreux parlementaires, et quand on regarde ce qu'ont écrit les rapporteurs de la Commission des affaires sociales, ils reprennent à leur compte ce type d'arguments. Et ils concluent, pour essayer d'empêcher le vote de l'amendement, que ce type d'équipement participe à la mission éducative de l'établissement scolaire, en contribuant à en faire un lieu de sociabilité, en incitant les élèves à rester dans l'établissement pendant la période d'interclasse. Donc on voit que ces arguments, ces éléments de langage, s'appuyant sur des relais politiques, souvent de proximité, d'élus des zones où sont implantés les fabricants, par exemple, va avoir un écho. Après une bataille homérique dans laquelle Yves Bure a été un soutien extrêmement fort et extrêmement courageux, la loi finit par passer. C'est une des rares victoires en santé publique qu'il y a eu sur le plan des réglementations, le PNNS, mais ça a été, vous voyez, après une bataille où on retrouve tout cet aspect d'argumentaire qu'utilisent les lobbies. Alors ces arguments, ils sont relayés par des politiques, ils sont parfois relayés par les scientifiques. Alors, dans la grande majorité, dans la bataille, tant pour le développement de la recherche que pour l'action de santé publique, les scientifiques, d'une façon générale, ont soutenu les mesures. Il y a eu énormément d'engagement des sociétés savantes dans le champ de la santé publique, de l'épidémiologie, de la nutrition, de la pédiatrie, de la cancérologie, qui ont soutenu beaucoup des propositions. Et d'une façon générale, ce que l'on peut dire, enfin, ce que je peux dire de l'expérience que j'ai au cours de ces décennies, c'est qu'il y a eu un fort soutien de la communauté scientifique. Et en 2014, j'ai proposé un rapport à la demande de la ministre de la Santé qui me demandait des propositions pour rebooster la politique du sein de santé publique. Ces propositions qui étaient assez axées sur la nécessité d'une volonté politique forte ont été très largement soutenues par la communauté scientifique comme pour les associations de consommateurs. Mais les lobbies arrivent tout de même toujours à mobiliser certaines voix scientifiques. Et ce rapport a fait l'objet
d'un certain nombre de mobilisations, quelques scientifiques. Là, c'est un académicien, un membre de l'Académie nationale de médecine, qui avait écrit, suite à ce rapport, « Non, je ne veux pas de cette prévention, laissez-nous manger tranquille ». Et vous voyez qu'on retrouve, là encore, toujours ces éléments qui, très prisés par les industriels et les lobbies, c'est que si on réglemente dans le domaine de la nutrition, ça veut dire qu'on va contraindre les libertés des choix de consommateurs, on va à l'encontre des fonctions sociales, culturelles, ludiques, psychologiques de l'acte alimentaire. Et d'ailleurs, quand on analyse ces papiers, ces arguments, on retrouve un champ sémantique très particulier, très souvent très guerrier, très violent. Alors là, l'auteur de ce pamphlet parle de chasse aux acides gras saturés, de guerre au gras, de dogme nutritionnel, de conditionnement, de royaume de la pensée unique, d'apprenti sorcier, de sectarisme, de stigmatisation, de discrimination. On retrouve des éléments de langage qui sont souvent utilisés pour caractériser les mouvements sectaires ou les dictatures. Il y a toujours cette volonté de faire apparaître les scientifiques en santé publique qui défendent des mesures comme des apprentis dictateurs. Bon, c'est passé, ce pamphlet, dans une publication d'une structure qui est en fait un bras armé de l'industrie laitière, et puis l'auteur, même s'il est marqué comme membre de l'Académie nationale de médecine et directeur de recherche honoraire à l'INRA, était aussi membre d'un comité d'experts de la Fondation Nestlé. Il avait travaillé pour Ferrero, président de l'Institut français de la nutrition, qui est une espèce de fauné des industriels. Donc, il y a réellement, là encore, la possibilité pour les lobbies d'essayer de trouver un certain nombre de relais scientifiques. Mais, globalement, c'est vrai que la communauté scientifique a plutôt été du côté de la défense des intérêts de la santé publique et des consommateurs. Alors, je voudrais juste maintenant basculer un peu sur Nutri-Score, parce qu'en fait, Nutri-Score est né d'ailleurs dans ce rapport. En fait, il est né avant, puisqu'il y avait des travaux de recherche, mais il a fait l'objet d'une des 15 propositions qui a été publiée, enfin présentée dans le rapport remis à la ministre de la Santé. C'était l'idée de mettre en avant un système d'information nutritionnelle unique sur la face avant des emballages des aliments. Le logo 5 couleurs, c'est une des 15 propositions qui étaient faites. C'est la seule que la ministre de la Santé a retenue en disant « ça va être très dur à la faire passer, mais celle-là, peut-être on y arrivera. Les 14 autres, il n'y a strictement aucune chance. » Alors, il faut dire qu'il y avait des aspects fiscaux, réglementaires extrêmement stricts, comme la taxation de la junk food, et subventions de produits de bonne qualité nutritionnelle, ou la réglementation de la publicité. Elle a dit ça, c'est pas la peine d'essayer. Depuis que je préside le PNS, j'ai vu 7 ministres, c'est ce que j'ai entendu des 7 ministres, mais celle-ci a eu le courage de reprendre cette mesure sur le logo à 5 couleurs. Ce logo à 5 couleurs, ce Nutri-Score, ce logo nutritionnel, en fait, ça partait d'une idée de bon sens. On a des messages de santé publique, et dans le PNNS, on dit, pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Quand on fait des enquêtes, on voit que 90% de la population est capable de réciter un peu ce catéchisme nutritionnel en reprenant les grands slogans, mais en pratique, quand on est consommateur, et on l'est tous, qu'on est face aux rayons de supermarché, comment réellement reconnaître ces produits trop gras, trop sucrés, trop salés, les uns par rapport aux autres? Si je prends 6 pizzas, et ça a été un argument assez convaincant pour la ministre, laquelle est la moins grasse ou la moins salée? Il n'y a pas ou peu de sucre dedans. Alors les industriels avaient une façon de répondre. Ils disaient c'est simple, il suffit de retourner l'emballage et de regarder le tableau des valeurs nutritionnelles. C'est ces tableaux qui sont à l'arrière des emballages, incompréhensibles, lisibles, avec des colonnes, des lignes, des pourcentages, des chiffres multiples, des termes ésotériques. C'est totalement incompréhensible. Et en fait, Nutri-Score, ça a été quelque chose qui reprenait ces données et qui les traduisait sous une forme colorielle, synthétique, simple, intuitive, compréhensible par tous, qui vous permet, sans avoir fait 10 ans de nutrition, et encore même avec 10 ans de nutrition, on a du mal à lire les étiquettes et comparer les produits entre eux. Là, vous voyez qu'avec un simple coup d'œil, vous voyez celle qui est un peu plus favorable sur le plan nutritionnel, et celle qui est la plus défavorable, ce qui n'empêche pas de manger celle qui est la plus défavorable, simplement. Vous savez, quand elle est classée D ou E, qu'elle est plutôt dans le rouge, que c'est à consommer pas tous les jours et pas à chaque repas et en quantité limite. Donc c'était un outil simple,
intuitif, compréhensible par tous, mais derrière, il y avait beaucoup de science, tant dans la construction que dans la validation et de l'algorithme de calcul qui permet de classer les aliments dans les différentes classes du Nutri-Score. Et dans son format graphique, il y avait beaucoup de sciences qui validaient donc l'efficacité, l'intérêt et le sens en termes de santé publique et de nutrition de cet indicateur. Donc il y a un outil simple qui repose sur des bases scientifiques extrêmement solides. Donc on s'y attendait, mais tout de suite, quelques jours après la prise de position de la ministre, l'ANIA a pondu son premier communiqué de presse et vous voyez qu'on y retrouve exactement tout ce que d'habitude on voit en effet dans le lobbying. Mesures discriminantes, approche simpliste et fonctionnelle des aliments. On va parler de pastilles de couleur. Ils vont même, vous allez voir très souvent dire, les pastilles du professeur Herbert, en essayant de personnaliser au maximum pour enlever aussi les recherches qu'il y a derrière et faire croire que c'était une création individuelle, une invention personnelle. Ce n'est pas une information factuelle et utile au consommateur, une consigne, c'est une consigne de choix. Et puis, c'est stigmatisant, une menace sur la dynamique économique et sociale des petites entreprises et des territoires, un frein aux exportations, une atteinte à l'image des savoir-faire, des spécialités régionales et du rayonnement de notre pays à l'international. Enfin, c'est tout juste si on n'était pas aussi responsable de la mort d'Henri IV. C'est-à-dire vraiment tous les malheurs du monde retombaient sur Nutri-Score. Ces arguments vont être très largement rendus auprès des ministres les plus proches des lobbies. Alors dans le champ de l'alimentation, c'est facile à pointer du doigt, c'est le ministre de l'Agriculture, et on va voir dans les années qui vont suivre cette proposition, cette bataille entre les ministères, et surtout on découvre, alors là comme dans beaucoup de domaines, à la fois l'isolement et le faible poids du ministère de la Santé qui, dans l'échelle protocolaire, vient très loin derrière d'autres ministères, ce qui veut dire que dans les arbitrages interministériels, très souvent c'est assez difficile donc pour le ministère de la Santé, quel que soit d'ailleurs le ministre, de défendre des mesures. Et donc, quelques jours après le communiqué de l'ANIA, dans un séminaire gouvernemental où la ministre de la Santé, Marisol Touraine, présente son projet de loi de santé qui doit être discuté en Parlement en 2015 et présente le Nutri-Score, eh bien, on va retrouver une mobilisation très forte des ministres qui sont plus proches des intérêts économiques de l'agroalimentaire. D'abord, ça va être le ministre de l'Agriculture, c'est classique, hein, Stéphane Le Foll. Et vous voyez, on va retrouver là les mêmes mots. Attention à ce que l'on fait, il ne faut pas stigmatiser les produits du terroir. Alors, il donne l'exemple des rillettes du Mans. Il faut continuer de pouvoir manger des rillettes. Ce n'est pas tout à fait étranger au fait que M. Le Foll était député de la 4e circonscription de la Sarthe, hein, Le Mans, producteur de rillettes. Mais on va voir de la même façon Mme Delia, qui est à l'époque secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat, ex-députée de la Haute-Garonne. Il ne faut pas condamner un produit par l'étiquetage. Le miel va être étiqueté rouge, ce qui n'est pas tout à fait exact, et pourtant c'est un produit bon pour la santé. Non, elle se positionne sur une dimension scientifique. Ou alors Mme Pinel, qui est à l'époque ministre du Logement, mais de l'égalité des territoires, va aussi monter au créneau contre la ministre de la Santé en soulevant le problème du foie gras. Vous voyez, un problème de santé publique majeur. Et le foie gras, on fait comment pour l'étiqueter? Il ne faudrait pas que son étiquetage, alors, dans tout son discours, il y a aussi le volet économique. Il ne faudrait pas que son étiquetage porte préjudice à des produits de terroir comme le foie gras pour les marchés à l'export. Donc une mobilisation extrêmement forte des ministres, qui veut dire que la bataille du ministère de la Santé, ce n'est pas simplement directement contre le lobby, c'est aussi contre ses propres collègues, avec un bras de fer extrêmement difficile entre donc, deux ministères, et c'est classique, c'est pas uniquement franco-français, on le voit dans tous les pays, une proximité d'un ministère de l'Agriculture, qui à l'époque s'appelle d'ailleurs Agriculture agroalimentaire et la forêt, avec le monde industriel et agroalimentaire, donc c'est vraiment la catégorie poids lourd, et puis un ministère de la Santé plutôt poids-plume dans la capacité donc de contrer les arguments économiques
et dans les arbitrages. Donc, dans beaucoup de ce que je raconte dans le livre, des combats qu'on a menés, on s'est heurté à ces problèmes, combats interministériels, et dans l'arbitrage du Premier ministre, voire du Président de la République, c'est très souvent, bien sûr, le ministre de l'Agriculture ou son collègue de l'Économie et des Finances qui emporte le morceau. Mais tout de même, Marisol Touraine s'est accrochée. L'avantage aussi qu'a le ministre de l'Agriculture, c'est qu'il est capable aussi de mobiliser avec les lobbies tout un tas de structures. Alors, il y a beaucoup de think tanks, de structures, de plateformes qui donnent des avis. Alors, parfois, elles ne sont pas très officielles, mais il y a aussi des structures très officielles qui vont pouvoir être mobilisées par les lobbies au travers du ministre de l'Agriculture. Dans le champ de l'alimentation, on a ce qu'on appelle une espèce de parlement de l'alimentation, c'est une structure officielle, le Conseil national de l'alimentation, le CNA. Officiellement, il est placé sous triple tutelle, agriculture, économie, consommation, c'est l'économie et les finances, et la santé. Mais cette instance qui théoriquement est indépendante est ce Parlement consulté pour théoriquement définir des grands axes de politique de l'alimentation, formuler des avis et faire des recommandations, est complètement noyauté dans sa constitution par les acteurs économiques. Ça a un petit peu changé depuis 2 ans, depuis 3 ans, mais ça reste encore très fortement noyauté par l'agroalimentaire. Mais à l'époque, au moment où on discutait du Nutri-Score, il représentait, avec les syndicats agricoles, la très grande majorité autour de la table dans ce Parlement. Quelques scientifiques, dont certains proches des industriels, d'autres non, très peu nombreux, des associations de consommateurs, mais tout cela représente une force très minoritaire. Et donc, les lobbies vont mobiliser cette structure qui a quand même pignon sur rue, un Conseil national de l'alimentation. Et on va voir tout un tas de lettres, de courriers, de pressions, parfois même, souvent en discutant à l'intérieur de ce Parlement, mais comme c'est noyauté par les industriels, il y a une forte majorité, mais parfois même le président se permet directement d'interpeller au nom du CNA, sur papier en tête du CNA, au titre du CNA, sans avoir consulté même les membres, donc il n'y a même pas d'avis minoritaire dans son courrier, et va se mobiliser pour écrire au ministre, alors santé, agriculture, commerce, au président de la République. Là, c'est un exemple d'un de ces courriers où on retrouve nos bons vieux mots-clés, éviter tout système qui stigmatiserait directement ou indirectement les produits emblématiques de la gastronomie française. Puis même des arguments qui sont tout à fait extraordinaires. L'instauration réglementaire de pastilles colorées conduirait à des raisonnements fermés, notamment craindre qu'un tel système ne résolve pas les inégalités sociales de santé en lien avec l'alimentation. C'est-à-dire là, les lobbies se mettent même en grands défenseurs des pauvres et de vouloir lutter contre les inégalités sociales de santé. Donc le président, qui d'ailleurs, lorsqu'il finira son mandat, sera directement recruté par la Fédération de la charcuterie traiteur, c'est-à-dire le lobby des industriels de la charcuterie, ne s'est pas gêné pendant toute sa mandature à intervenir pour faire pression au nom du CNA, souvent son nom propre. C'est un service qu'il a rendu et qui lui vaut aujourd'hui un positionnement chez les charcutiers, donc a été extrêmement proactif. Donc, mobilisation, discours, structure, etc. Et puis dans la suite de la stratégie, après avoir condamné, on va essayer de brouiller les cartes du côté des lobbies, jeter le doute sur la science en disant « Oh, le Nutri-Score, pourquoi pas ?» Mais il y a d'autres hypothèses possibles. Et donc on va sortir des alternatives. Alors on va voir quasiment de pochette surprise sortir tout un tas de logos. Il y en a un qui va avoir un certain impact. C'est Carrefour qui va inventer un logo qui s'appelle « À quelle fréquence ?» C'est un logo, alors ils disent on est coloriel. Alors les couleurs n'ont rien de sémantique, ça ne va pas du vert au rouge, vous voyez, c'est des couleurs qui sont extrêmement différentes. Elles ne sont pas graduelles, vous avez toutes les couleurs, vous avez un logo, donc vous vous rappeliez que le violet ça veut dire telle chose, le vert telle chose. Et puis il y a des fréquences de consommation, ce qui n'a aucun sens sur le plan nutritionnel, de dire tel yaourt de telle marque, il faut manger tant de fois par jour, ou
pizza tant de fois par jour, mais ça va être défendu très largement dans les médias, dans les instances politiques, en disant Nutri-Score, oui, mais il y a d'autres possibilités, dont ce logo. Et ça va amener à une évolution dans le discours. On va passer au deuxième étage de la fusée des lobbies. On va essayer de retarder la mise en place en disant il faut encore plus de recherche. Il y a déjà 30 ou 40 études. Maintenant, il y en a beaucoup plus encore, mais à l'époque, il y en avait une trentaine ou une quarantaine. C'est-à-dire, ce n'est pas suffisant, il faut plus d'études, et puis des études très lourdes, des études grandeur nature. Donc, le Conseil national de l'alimentation, l'ANIA, chacun de leur côté, vont demander des expérimentations grandeur nature, ce qui ferait plaisir à un scientifique, si on l'avait fait quelques années plus tôt, mais là, ça fait 4 ans que les travaux sont accumulés, il y a déjà pas mal d'expérimentations qui ont été faites. Là, on sait que c'est fait pour retarder, en plus que ça va être compliqué à monter, qu'il y a les élections présidentielles qui sont dans les mois qui viennent, et on sait que les lobbies se disent que ça peut amener à changer la donne. Donc, forte mobilisation du CNA, de l'ANIA, avec toujours 2 types d'arguments. Alors, on en remet à chaque fois une couche, sur tous les courriers. Attention, les pastilles de couleur, vous voyez, de Serge Herzberg, c'est pas le Nutri-Score, c'est volontairement, on personnalise, il défend son bébé, donc ça décrédibilise vraiment l'aspect scientifique, c'est stigmatisant, culpabilisant, etc. Vous retrouvez vraiment les éléments du discours, et puis apparaît cette idée, alors il faut des expérimentations grandeur nature en conditions réelles d'achat, afin de déceler, corriger les principaux biais, tester les différents logos, donc des choses qui vont être très compliquées. Alors ça sera rocambolesque, et parmi les épisodes rocambolesques, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, et ce sera épinglé notamment dans Cache Investigation, l'ANIA va fournir, ce qui est habituel, c'est pas nouveau, mais là on aura tous les documents, parce qu'on a un mail confidentiel de l'ANIA qui est arrivé dans ma boîte à mail, et on a là décrit très crûment la façon de dire, il va falloir les porter à nos députés complaisants, à nos proches, des amendements clés en main qui n'auront plus qu'à signer, mettre leur nom et à défendre à l'Assemblée nationale. Et dedans, parmi ces amendements qui visent en fait à bloquer Nutri-Score, il y aura l'idée de retarder donc les choses en demandant cette fameuse expérimentation grandeur nature, à laquelle les scientifiques sont opposés en disant on a suffisamment de données, avec des études faites en supermarché virtuel, en magasin expérimental, qu'on a beaucoup de travaux. Ce n'est pas une mesure qui va être obligatoire, le Nutri-Score, puisqu'il y a une réglementation européenne qui n'a rendu que volontaire. Donc il faut mettre en place plutôt un système de surveillance pour voir comment impacte cette mesure sur les achats des consommateurs. Malgré l'opposition de la ministre de la Santé, alors les amendements seront repoussés, mais, et c'est une histoire très compliquée, je ne vais pas vous la détailler, les industriels vont réussir à obtenir ce qu'ils veulent, et après quelques mois de tergiversation, le ministère de la Santé est obligé d'avaler la couleuvre et de dire oui, on va faire une expérimentation grandeur nature. Donc quelques mois plus tard, officiellement, il y a l'annonce d'une évaluation ex ante, dite en grandeur nature, en conditions réelles, où le Nutri-Score va être testé par rapport au système proposé par les distributeurs, celui que je vous ai montré, alors il a un peu évolué. Les feux tricolores, qui est un système utilisé au Royaume-Uni, qui a été combattu par les industriels, notamment par Nestlé, mais qui, là, va être soutenu par Nestlé et les industriels, parce que ça permet de rendre encore plus compliqué l'étude. Donc, le système des feux tricolores, un système que les industriels ont proposé, déjà mis en place depuis le milieu des années 2000, notamment conçu par l'ANIA à partir du système original. Donc, on se retrouve avec une grosse machine à faire, ça va être très compliqué, très complexe. Mais bon, on peut se dire, ça pourrait éventuellement être utile si c'est bien fait, même si on sait que ça va être compliqué. Ce qui va être impressionnant et incroyable, c'est que les lobbies vont être capables non seulement d'obtenir l'annonce de cette évaluation, mais que cette évaluation ne soit pas confiée à une équipe de recherche. On aurait pu penser qu'il y a l'INSERM, il y a
l'INRA, il y a beaucoup d'études, il y a des épidémiologistes de haut niveau en France. Donc ça va être confié à une structure qui s'appelle le Fonds français alimentation santé, qui est un fonds des industriels de l'agroalimentaire. Donc, chose extraordinaire, c'est cette capacité d'imposer au ministère de la Santé cette étude, fortement soutenue par le ministère de l'Agriculture et les autres ministres proches des industriels, mais surtout retirer aux scientifiques la capacité de faire cette étude et la confier à une structure qui, si vous regardez son conseil d'administration, vous retrouvez Carrefour, Lagna, les fromages belges, Mondelez, qui est le fabricant grand fabricant de biscuits, Ferrero, le ministère de l'Agriculture, le Conseil national de l'alimentation, donc vraiment c'est de l'entre-soi. Et si vous regardez les financeurs, c'est une structure, parce qu'en dehors des financeurs, il y a quand même aussi quelques scientifiques, très souvent proches des industriels, quelques structures. Jamais le ministère de la Santé a accepté d'y être, mais il y a le ministère de l'Agriculture. Et surtout les financements, il y a 51 financiers. Si vous regardez la liste des financiers, c'est que des industriels, des opérateurs économiques ou des agences de communication. D'ailleurs, le Fonds français alimentation santé, qui a la responsabilité donc, de cette étude, qui est une étude scientifique, une étude complexe à mener, hein. Vous savez les difficultés que peut représenter la réalisation d'un essai comparatif en vie réelle, c'est extrêmement complexe. Eh bien, financement en grande partie industrielle, il y aura une petite partie, enfin une partie non négligeable apportée par l'État, ça coûte plus de 2 millions, hein, cette étude, qui a priori n'est pas d'une très grande utilité, confiée à ce Fonds français alimentation santé, qui copilote le comité donc, de pilotage, et le bras armé, ça va être une agence de une agence de communication, qui fait d'ailleurs partie des financeurs du Fonds français alimentation santé. Donc, cette agence de communication donne de l'argent au Fonds français alimentation santé, il va récupérer une partie de cet argent pour faire l'étude qui va lui être confiée. Alors ça sera une série aussi d'épisodes absolument incroyables, puisqu'il y a un comité scientifique qui est mis en place, les industriels poussent à ce que ce comité scientifique ils choisissent les membres qu'il y a, le ministère de l'Agriculture se bat, ça fera beaucoup de bruit, il y a des conflits d'intérêts majeurs. Moi, pas seulement moi, toute mon équipe, nous sommes exclus au nom du fait qu'on aurait un conflit d'intérêts viscéral, intellectuel, affectif avec Nutri-Score, alors qu'à l'intérieur, la plupart de scientifiques, dont certains sont très bons scientifiques, mais ont des liens d'intérêt, des conflits d'intérêts avec des industriels. Alors, ça fera beaucoup de bruit. Il y aura une démission des quelques membres du comité scientifique qui sont des scientifiques nommés par le ministère de la Santé et qui se battent pour que le protocole soit bien fait. Donc, Philippe Raveau, Denis Mont, Karine Galopel-Morvan vont démissionner. Ça va faire du bruit. Dans le comité de pilotage, le PDG de l'INSERM, donc, qui est membre de droit du comité de pilotage, va démissionner en disant le processus de développement du protocole ne répond pas aux bonnes pratiques de la recherche et de la science. Ça fera la une du Monde, ça fera beaucoup de bruit, ça aidera quand même à ce que le comité scientifique, même avec des personnes ayant des liens d'intérêt, aboutisse quand même à un protocole plus sérieux que ce qui était initialement prévu par les lobbies. On a vu le draft de la première version, c'était absolument sidérant, mais grâce à l'input à la fois des collègues qui ont fini par démissionner, mais qui ont réussi à faire passer quelques idées, le protocole ressemble quand même à un protocole scientifique. Et puis, avec beaucoup de collègues, on va faire pression pour qu'en dehors de la médiatisation, les choses se passent bien. Parce qu'il y a le protocole et après, il y a l'étude de terrain. Donc, on va aller sur le terrain, on va surveiller, on va publier un certain nombre d'éléments, on va vérifier le travail de terrain, on va aussi favoriser la médiatisation pour s'assurer que ce soit bien fait sur le terrain, ce qui n'était pas le cas au départ. Ça va beaucoup irriter les lobbies, et l'ANIA et la FCD, donc la grande distribution et l'industrie de l'alimentaire, vont même tenter d'intervenir auprès du ministre, de la ministre de la Santé, celui de l'Agriculture et de l'Économie, pour faire arrêter nos recherches. Donc dans notre équipe INSERM,
universitaires sur les logos. Donc il y aura un courrier qui va être envoyé aux différents ministres. Alors, heureusement, nous sommes protégés par notre statut et ça n'a pas donné suite, mais ce qui est très intéressant, Mediapart avait interrogé le ministre de l'Agriculture qui n'avait pas répondu en disant qu'il était offusqué par cette démarche de tentative de censure de la recherche. Il avait simplement dit non, on n'a pas donné suite parce qu'il n'est pas possible d'intervenir sur des équipes de recherche, sur des chercheurs, des hospitalo-universitaires, etc. Ils sont protégés par leur statut. Donc on a pu continuer à faire cette agitation scientifique pour s'assurer que le travail soit bien fait. Il n'a été pas parfait. Il n'a d'ailleurs pas pu être publié dans une revue scientifique. Il a été publié dans une revue de marketing. Mais tout de même, le travail a été plus correct. Et malgré le fait qu'il ne soit pas parfaitement bien fait, vous voyez, c'était quand même très lourd. 60 supermarchés, donc 4 logos, 40 supermarchés avec 10 chacun un logo différent, puis 20 sans logo, 10 semaines d'intervention, 3 rayons, donc c'était déjà assez limité, mais c'est près de 1 700 000 tickets d'achat qui ont été récupérés. Même si ça n'a pas été parfait, c'était mieux que ce que ça aurait pu être. Ce qu'aurait souhaité que les lobbies, dans leur esprit, permettant d'avoir un résultat qui les arrange, et les résultats ont montré que le Nutri-Score était le logo associé à la meilleure qualité nutritionnelle globale du panier d'achat, notamment chez les consommateurs les moins aisés, les plus vulnérables. Donc, eux qui ont demandé cette étude, les résultats sortent. Alors, ils sont sûrement décevants pour eux, puisque ça valide le Nutri-Score. On pourrait s'attendre à ce qu'ils se disent, on a demandé l'étude, on va suivre, on va accepter les résultats, mais pas du tout. Ils ne vont pas adhérer au Nutri-Score, vont continuer à le combattre, mais tout de même, ça donne à la ministre de la Santé un argument très fort, notamment vis-à-vis du ministère de l'Agriculture qui avait soutenu cette étude. Et donc, quelques jours avant qu'elle quitte son ministère, Marisol Touraine annonce dans les médias que c'est Nutri-Score, sur la base de cette étude, sur tous les travaux scientifiques qui ont été faits, et donc un arrêté est prévu pour que ce logo soit le logo officiel de la France, adopté sur une base volontaire, puisqu'il y a une réglementation européenne qui empêche donc les États de le rendre obligatoire, mais ça devient le logo officiel de la France. Donc, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Vous imaginez bien que non. Et donc, alors ça pas besoin de faire un deuxième tome, ça j'ai quand même pu le raconter encore dans mon livre. Immédiatement, on a la riposte des grandes multinationales, ce que nous on a appelé le Big Six, Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Mondelez, Nestlé, Unilever, qui va ressortir sa bonne vieille stratégie au niveau européen. On crée un nouveau logo, l'Evolve Nutrition Label, cette fois calculé par portion. Alors ça c'est magique, on prend le logo anglais, mais au lieu de le calculer comme l'ont proposé les scientifiques anglais, alors, il est déjà très compliqué. Même les scientifiques anglais aujourd'hui disent qu'il faut tendre plutôt vers le Nutri-Score qui est plus simple. Mais ils vont le dénaturer. Ils vont le calculer par portion, et ça c'est comme une baguette magique, ça permet de faire pâlir les couleurs. À ce moment-là, il suffit de prendre comme critère une petite portion, et le rouge devient orange, l'orange devient vert. Donc c'est magique. Le Nutella, c'est E avec le Nutri-Score, et vous voyez, ça devient orange, voire même vert, dès qu'on utilise le logo par portion. C'est-à-dire qu'ils prennent une portion de 15 grammes de Nutella. Pour les Oreos, même si le sachet a 2 biscuits, ils vont calculer la portion sur un seul sachet. Vous voyez que c'est moins inquiétant, au lieu d'avoir un E avec le Nutri-Score. Il y a quand même un rouge, c'est pour les graisses saturées. Et par exemple, pour le sucre, ça perd son côté dramatique du rouge. Donc, ils vont, avec des moyens très importants, avec quelques scientifiques qui vont les aider, essayer au niveau de Bruxelles, au niveau de la Commission européenne, d'intervenir, également en France, et ils annoncent qu'ils vont le généraliser dans un certain nombre de pays en concurrence du Nutri-Score. Alors, accumulation de travaux scientifiques, nous la réponse est toujours la science, on va montrer que non seulement ça ne marche pas, mais c'est contre-productif puisque les travaux scientifiques montrent que ça rassure faussement le consommateur qui se dit si le Nutella c'est pas si mal que cela, j'en consomme encore plus. Donc
on va pouvoir démonter sur un plan scientifique, et puis il va y avoir une pression sociétale très forte. Là, comme les scientifiques qui vont beaucoup se mobiliser, mais également les associations de consommateurs, les citoyens. Et donc, finalement, le Big Six, après avoir dépensé beaucoup d'argent, va abandonner ce logo en novembre 2018. Ils ne vont pas basculer sur Nutri-Score, mais ils vont abandonner. Certains finiront par basculer, ce qui est le cas de Nestlé, et les autres continueront à garder leur idée de ne pas mettre le Nutri-Score, même s'ils n'ont pas réussi à pousser à leur propre système. Et puis il va apparaître une nouvelle bataille. Donc cette nouvelle bataille, elle va être européenne. C'est que jusqu'à présent, Nutri-Score était limité à la France. C'était limité à la France et limité aux pays qui ont également adopté, mais sur une base purement volontariste, ce qui permettait donc aux industriels de ne pas l'afficher s'ils ne voulaient pas. Même s'il y a eu une montée en puissance, il y avait 0 industriel au départ, aujourd'hui on a plus de 800 industriels en France qui l'ont adopté, ça représente un peu plus de 60% du marché alimentaire. Il y en a toujours les gros groupes, Coca-Cola, Mars, Ferrero, Lactalis, Mondelez, Unilever et d'autres qui refusent. Et puis en plus, parce que tant que c'était facultatif, ils disaient je ne le mets pas. C'est pareil pour les secteurs agricoles. Les grands secteurs agricoles, notamment du fromage et de la charcuterie, se disaient moi je ne mettrai pas sur mes produits. Mais là, avec le risque que ça devienne obligatoire, puisque l'Europe a voté en 2021 dans une stratégie qu'on appelle Farm to Fork sur la durabilité de l'agriculture et de l'alimentation au niveau européen. Parmi les différents articles de cette loi, il y a l'idée qu'un logo unique soit rendu obligatoire pour l'ensemble des pays européens. Donc ça fait vraiment très peur. Et donc, les grands syndicats agricoles, alors en France, c'est la FNSEA, au niveau européen, c'est quelque chose moi, que j'ai découvert, parce qu'on ne connaît pas bien, c'est différent des marques alimentaires, mais la COPA-COGECA, qui regroupe un peu tous les syndicats conservateurs européens, va se mobiliser. Et on va même voir un État qui va devenir un État lobbyiste, c'est l'Italie. Et cette espèce de sacro-sainte alliance entre des industriels, des secteurs agricoles, voire même un État, va viser à empêcher que Nutri-Score soit adopté en Europe comme le logo unique et obligatoire, et vont tenter même de le dénaturer ou protéger certaines filières, notamment en proposant des exemptions de certains produits, là où il est mis en place, notamment en France. Je voudrais juste revenir sur l'Italie, parce que c'est un laboratoire expérimental si on s'intéresse au lobbying. Un État qui devient un État lobbyiste, qui va faire pression politique auprès des autres États, avec au départ une histoire qui part des mouvements populistes et d'extrême droite italiens, la Lega, la Ligue du Nord, M. Matteo Salvini, qui a été vice-président quand même du Conseil en Italie, qui ont fait un argument électoraliste. Il y a des élections en Romagne-Émilie, producteur de fromage, parmesan, de charcuterie, etc. Et donc il va utiliser en disant Nutri-Score, c'est en fait un complot de l'Europe, un complot de la France, un complot de M. Macron, pour toucher au Made in Italy. Alors, au début, ça nous a fait sourire. Il y a même eu des manifestations de rue non Nutri-Score dans 8 villes avec ces mouvements populistes et d'extrême droite. Mais ça nous a moins fait sourire quand on a vu que les autres partis, pour les mêmes raisons électoralistes, les partis démocrates, finissaient par reprendre ce langage. En plus, en Italie, la proximité entre les politiques et l'agroalimentaire avec Ferrero et puis des grands secteurs agricoles est extrêmement forte, que nous racontent nos collègues italiens et les journalistes italiens. C'est assez surprenant. Bon, les arguments utilisés, c'est le Nutri-Score attaque le Made in Italy, il attaque l'alimentation méditerranéenne, et puis en plus, l'Italie, alors là, c'est plus l'extrême droite, c'est les partis gouvernementaux, c'est un gouvernement d'union qui intègre l'extrême droite et les mouvements populistes, va proposer un autre système, une alternative à Nutri-Score. C'est bien sûr complètement grotesque. Bien sûr, Nutri-Score ne prend pas en considération l'origine des produits. Il n'est pas
favoriser le made in France, et un fromage qui soit français, italien, espagnol, hollandais ou allemand, il est aussi mal classé, quelle que soit sa nationalité. Même certains fromages italiens comme la mozzarella ou la ricotta sont plutôt mieux classés que les autres. Quant à l'argument, ça attaque l'alimentation méditerranéenne, c'est bien sûr scientifiquement complètement stupide. Le Nutri-Score, l'argument utilisé était de dire l'alimentation méditerranéenne est touchée puisque le pecorino, le gorgonzola, le prosciutto, le jambon, l'huile d'olive sont mal classés par Nutri-Score. Si vous regardez le modèle méditerranéen, les piliers, c'est les fruits et légumes, les produits céréaliers complets, ce n'est pas du tout la charcuterie ou le fromage. Mais c'est repris en faisant une confusion entre alimentation traditionnelle et méditerranéenne. Quant au système proposé Nutri-Informe, il est aussi absurde que la paternité revendiquée qui s'appuie sur le système que proposaient les industriels. Il est incompréhensible, illisible, et bien évidemment, il a la volonté d'être confus. C'est terrible, mais ça va faire tache d'huile, si je peux dire, huile d'olive quasiment, parce que ça va amener aussi à fournir des arguments à ceux qui souhaitent dénaturer en France le Nutri-Score. Je vais un peu conclure là-dessus en rappelant que une des campagnes récentes auxquelles on se heurte, c'est le Nutri-Score s'attaque aux aliments traditionnels. Alors là, ils ne vont pas prendre le pecorino, le gorgonzola, mais ils vont prendre le roquefort, le maroilles. Ils pénalisent des produits porteurs d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée. On va avoir des grandes campagnes des fabricants de roquefort, du maroilles, de gruyère suisse, etc., qui vont monter au créneau. Bien sûr, ces produits sont classés en D ou en E pour la grande majorité parce qu'ils sont gras et salés, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais ça alerte simplement qu'il ne faut pas trop en manger. Et ce n'est pas parce qu'un produit est traditionnel, rattaché au terroir, qu'il est de bonne qualité industrielle, c'est deux dimensions très très différentes, que même avec une AOP ou une IGP, un produit gras sucré ou salé, même traditionnel, reste un produit gras sucré salé. C'est important donc de fournir l'information aux consommateurs. Et derrière surtout, le langage qui est utilisé par ces lobbies défenseurs de la tradition, qui mettent en avant le petit éleveur de brebis qui va perdre tout son travail, il faut savoir qu'il y a derrière ça des grands groupes agroalimentaires. Si on regarde le roquefort, 70% du roquefort en volume qui est produit est vendu et fabriqué par Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, qui fabrique aussi des crèmes desserts, des produits dans lesquels il n'y a pas envie de voir le Nutri-Score. Savantia, c'est aussi une grosse multinationale, c'est un vendeur mondial de produits laitiers, produit aussi des roqueforts, du maroilles, du Saint-Marcellin, tout un tas de fromages. Donc, derrière ce combat de défense des aliments traditionnels, avec ce chiffon rouge agité du traditionnel, il y a des grands groupes agroalimentaires. Et d'ailleurs, leur argument est faux, que Choisir a publié il n'y a pas longtemps une étude montrant que seulement 38% des produits traditionnels sont mal classés par le Nutri-Score. 62% sont très bien classés, A, B ou C. Mais ces arguments font écho auprès des élus locaux. Et on va voir se mobiliser des députés, des sénateurs, des maires, des présidents de conseils régionaux, départementaux, des ministres, des eurodéputés. Et tout récemment, il y a une proposition de loi soutenue par 44 députés des Républicains pour exempter les produits traditionnels AOP et IGP du Nutri-Score, qui est un copier-coller des arguments des fabricants de roquefort qui viennent, en fait, ces arguments de Lactalis. Donc, pour conclure, juste une chose aujourd'hui, bon, peut-être pour le deuxième tome du livre, c'est la bataille européenne. On a un clivage très net. D'un côté, on a le monde de la science, les associations d'experts, les sociétés savantes, les domaines de la nutrition, santé publique, cancérologie, pédiatrie, cardiologie, pathologie, le Centre international de recherche sur le cancer, l'Académie de pédiatrie européenne, qui soutiennent Nutri-Score. Il y a les associations de consommateurs et de patients au niveau européen qui soutiennent Nutri-Score. Mais en face, il y a les opérateurs économiques qui, eux, pour la majorité, certains non, mais une grande partie d'entre elles, surtout très puissants, continuent à le combattre. Donc la bataille n'est pas finie et on verra fin 2022 le vote du Parlement européen qui permettra de voir l'équilibre entre d'un côté la science et de l'autre côté les intérêts économiques. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je vais simplement insister sur, vous montrer juste un dernier point. Là, je vous ai parlé uniquement du
du Nutri-Score. Mais quand on touche certains domaines, on a en face l'agroalimentaire plus le monde de la publicité, c'est quelque chose de terrible. Quand on essaye de réglementer la publicité, Olivier Véran, à l'époque où il était député, en sait quelque chose, puisqu'il a été porteur d'un projet où il voulait simplement afficher le Nutri-Score sur les publicités alimentaires, même pas interdire la publicité. Il était soutenu dans son amendement par 90 députés, plus ceux de la France insoumise, et en fin de compte, au moment du vote, il n'en était que 18, même s'ils avaient signé l'amendement, à le soutenir. Ça s'explique parce qu'il y a un courrier adressé au Premier ministre venant des chaînes de télé, rappelant que l'alimentation, c'est le premier investisseur publicitaire avec plus de 20% du marché, 650 millions d'euros par an. Ça a amené le Premier ministre à taper sur les doigts des députés signataires qui ont évidemment voté en sens contraire. Ça, il y a beaucoup d'anecdotes de ce type. Donc, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que la santé publique, ce n'est pas un long fleuve tranquille, quels que soient les domaines dans lesquels on se bat. Dès qu'on veut mettre en place des mesures qui vont à l'encontre d'intérêts économiques, on se retrouve face à des lobbies. La seule réponse que l'on peut avoir, c'est la science. Mais il faut savoir que ce n'est pas suffisant de faire de la science, il faut faire du service après-vente, il faut la porter pour qu'elle rentre vraiment dans le débat sociétal, qu'elle soit médiatisée, qu'elle fasse l'objet d'initiatives citoyennes. Et donc, dans le livre, ce que j'ai voulu, c'est un peu fournir ces arguments pour montrer comment la science peut aider à quand même intervenir dans les grands enjeux et dans l'équilibre entre les forces qui interfèrent sur la décision politique. Vraiment, c'est la confrontation de la science face aux intérêts économiques. Alors, je ne voudrais pas que vous reteniez l'idée que je sois un anti-industriel primaire. C'est extrêmement important qu'il y ait des industriels qui fabriquent des aliments. Il ne s'agit pas du tout de retirer leur rôle important, mais lorsqu'il y a divergence entre les intérêts économiques et les intérêts santé publique, c'est l'intérêt santé publique et des consommateurs qui doit primer avant tout. Donc voilà pour mon livre pour lequel je fais de la publicité. Comme l'a dit Roger, je n'ai aucun intérêt financier dessus. Et puis il y a un autre livre qui vient de sortir, qui est une enquête de sociologue de Sciences Po, qui s'appelle Des lobbies au menu, donc qui est vraiment extrêmement intéressant, qui vient d'être publié par Sciences Po et que je vous conseille. Donc merci pour votre patience, merci Roger, et en rappelant quand même, Roger, ton rôle aussi important, puisque à l'époque, à de nombreuses époques, en dehors des soutiens que tu as apportés à la dynamique, tu as également défendu contre vents et marées, sur des bases d'arguments de santé publique, le Nutri-Score. Et je me souviens d'un courrier que je cite dans mon livre, adressé au ministre de la Santé lorsque justement les industriels ont voulu créer cette étude grandeur nature confiée au FAS, dans lequel tu t'es mouillé très fortement pour rappeler qu'il y avait des règles en sciences et en santé publique et que ça n'était pas acceptable et que le Haut Conseil de la santé publique avait d'ailleurs statué sur les problématiques des logos et que c'était malheureux que ça ne soit pas suivi des faits. Donc merci aussi pour toi, merci également à tous les chercheurs qui ont soutenu Nutri-Score. Voilà, merci de votre attention.